Je me suis aperçue assez rapidement en fait que pour être libre, le secret c'était pas nécessairement d'être seul. Il y a des gens qui peuvent faire mieux que vous sur à peu près quasiment 90% des tâches que vous faites, et tant mieux d'ailleurs. Le fait de se dire je vais déléguer et me débarrasser, ça marche très très rarement. Alors je ne sais pas ce que c'est ma zone de génie, en vrai ça, moi je trouve ça un tout petit peu bullshit. Ça m'est arrivé de bosser avec certaines personnes parce qu'elles m'ont été recommandées et ça s'est pas forcément bien passé, pas dans le sens ça s'est mal passé, mais ça n'a pas été mes meilleures collaborations et les meilleurs résultats. Si vous attendez d'une personne qu'elle arrive et qu'elle vous dise voilà ce qu'on va faire pour te faire gagner plus d'argent, dans 90% des cas ça va pas bien se passer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Amour, Gloire et Business, dans lequel on va parler de... recruter ou rester solo. Gros sujet. Voilà, gros sujet. Gros sujet parce qu'on a tous les deux fait un peu les deux. Toi, t'as eu Postadem qui était quand même un business d'équipe, on va dire. Moi, j'ai toujours eu des business très solo. Enfin, j'ai eu une agence où on a un peu essayé l'équipe. Aujourd'hui, toi, tu es revenu quasi solo. En tout cas, tu as été solo, tu as une équipe très restreinte. Aujourd'hui, moi, au début, je me suis dit pareil. En fait, je me rends compte que je bosse avec 8 personnes. Mais sans, aujourd'hui, en tout cas, sans ce que je trouve problème d'avoir une équipe. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Exactement. Et voir avec notre expérience dans quel cas c'est une bonne chose, dans quel cas c'est moins une bonne chose. Et parce qu'on sait que c'est une question assez... fréquente de à quel moment est-ce qu'il faut déléguer, s'entourer, est-ce que c'est mieux de rester solo, est-ce que c'est mieux de grossir au niveau de l'équipe. Donc voilà ce qu'on va traiter dans cet épisode du jour. Qui commence? Tu veux que je commence? Ouais. Je peux raconter mon expérience par rapport à ça. Alors moi quand j'ai commencé ma première entreprise, je me disais pour être libre, je dois être seule. Et donc je me voyais vraiment comme solopreneur avec, alors il y avait un peu la fuite de mon monde d'avant, salarié avec les équipes et tout ça, et je voulais vraiment être tranquille, seule, faire les trucs dans mon coin. Donc je suis partie en me disant, je vais faire mes coachings, mon contenu, enfin rester tranquillou. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue assez rapidement en fait que pour être libre, le secret, c'était pas nécessairement d'être seul. Au contraire, quand on a un business qui commence à grossir, où il y a de plus en plus de choses à faire, etc., le fait d'avoir ne serait-ce qu'une personne, de ne pas être complètement seul, c'est une liberté, parce que pendant que cette personne fait les tâches, soit qu'on n'aime pas faire, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas le temps de faire, nous, on a le temps, soit pour faire ce qui a plus de valeur ajoutée dans le business, qu'on aime plus, soit pour... ne rien faire et profiter aussi d'autres choses dans la vie. Et je me suis rendu compte qu'en plus de la liberté, ça apportait de la sécurité. Parce que quand on est entièrement solo, si on ne peut pas bosser, s'il nous manque une compétence ou quoi que ce soit, on est quand même un petit peu coincé en fait. Ne serait-ce que pour faire le suivi, enfin le support client, le SAV, les choses de base, ou s'il y a un petit pépin administratif, n'importe quoi pendant nos vacances, il n'y a que nous qui pouvons gérer. Et donc je me suis rendu compte vraiment vite que j'avais envie de pouvoir avoir quelqu'un avec moi. Et là, alors, ma toute première expérience, j'avais pris quelqu'un en stagiaire, et ce qui est marrant, c'est que ce quelqu'un-là travaille encore avec moi aujourd'hui, sachant que ça fait... c'était donc en juin 2018, donc ça fait 7 ans que je travaille avec cette personne-là, et en fait, qui s'appelle Marine. À la base, je l'ai prise comme stagiaire, vraiment le stage de 2 mois, en me disant, parce qu'en fait, je travaillais à ce moment-là dans un espèce de coworking où il y avait donc 2 cofondateurs qui, eux, prenaient énormément de stagiaires. Bon, peut-être à un point où je pense que c'était pas très légal, mais en tout cas, ils étaient là, ouais, les stagiaires, c'est super. J'avais été coachée aussi par un entrepreneur qui me disait, ah, les stagiaires, c'est la vie, il faut que tu prennes des stagiaires. Donc, c'était la tendance des stagiaires. Donc, j'avais pris quelqu'un en stage, et en ayant quelqu'un avec moi, alors sur des petites missions de communication, de réseaux sociaux et tout ça, je me suis dit, mais c'est cool, enfin, ça permet de faire des choses que j'aurais pas faites seule, etc. Et en fait, quelques mois après, je l'ai recrutée comme freelance à ce moment-là, donc elle était freelance en parallèle de son emploi salarié, elle travaillait avec moi, et j'ai commencé à vraiment développer l'équipe. Alors, j'ai jamais eu de salariés, toujours des personnes indépendantes, à la fois déjà parce que on va dire d'un point de vue économique, c'était plus intéressant parce que les salariés coûtent cher, c'est plus compliqué si ça se passe pas bien, donc c'est vrai que moi j'ai quelques freins au fait d'embaucher en salariat, et aussi par choix parce que je trouve que les personnes qui sont indépendantes partagent ce mindset entrepreneurial, partagent les enjeux, comprennent ça, et je trouve que quelqu'un qui est freelance, il y a beaucoup de gens qui pensent que le travail avec des freelances, c'est des gens qui vont être moins engagés parce que ils ont d'autres clients, ils peuvent partir du jour au lendemain. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'au contraire, quelqu'un qui est freelance et avec qui on travaille, où il y a une relation de confiance, qui s'engage
avec quelqu'un qui n'est pas vraiment un client, mais pour moi vraiment, et pas non plus un employeur, mais vraiment une équipe, ben, ça crée une dynamique que je trouve géniale. Et donc c'est pour ça que j'ai développé l'équipe en me disant, bah, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, on va pouvoir aller plus vite, et ça va permettre aussi de faire des choses dans le business que moi je ne sais pas faire ou je ne veux plus faire. Donc par exemple, les premiers profils que j'avais recrutés, c'était sur les mentors pour accompagner les clients. Donc coach et mentor, parce que une fois que moi j'avais quand même passé du temps à coacher les clients, j'avais plus forcément l'envie de le faire, mais bah, il fallait continuer à délivrer, et donc j'avais des coachs, des mentors, etc. Et puis après, j'ai développé l'équipe avec d'autres profils sur tout ce qui était customer care, sur marketing, sur des profils, on va dire, gestion de projet, OBM, enfin voilà. Du coup, j'ai vraiment développé chef de projet marketing digital, enfin j'ai développé sur d'autres profils ensuite, mais à la base, ça a commencé vraiment petit et les besoins se sont accrus avec le développement de l'entreprise. Et une fois que, du coup, je suis arrivée, donc quand j'ai vendu cette entreprise-là, j'ai donc, vendu l'équipe avec, dans le sens où moi je me retrouvais solo sur ma nouvelle activité. Et en fait j'étais à ce moment-là contente d'être solo. Pas dans le sens où j'aimais pas avoir une équipe, parce que j'ai adoré ça. Et sur notamment les derniers temps de ma société où j'avais envie de partir, s'il y avait bien un truc qui faisait que j'étais triste d'arrêter ou que j'avais ce truc nostalgique, c'était vraiment l'équipe, parce que c'est ça que j'adorais. Et donc me retrouver solo, à la fois je trouvais ça c'est triste, et en même temps il y avait un peu un côté assez grisant de me dire tiens, je vais tout refaire moi-même, un peu artisanal, main dans le cambouis, tu vois. Et j'ai adoré ça, et j'avais pas du tout envie d'avoir du monde avec moi au début quand j'ai recommencé un business. Donc j'ai recommencé solo, j'ai adoré, sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des choses que j'avais plus forcément envie de faire moi, et des choses sur lesquelles je n'avais pas la compétence. Et notamment quand j'ai voulu sortir, d'avoir que les immersions, parce que les immersions je pouvais gérer moi, quand j'ai voulu avoir aussi le programme en ligne, remettre en place quand même le côté un peu digital du truc, ça dépassait mes compétences. Et donc là je me suis dit ok, je vais reprendre quelqu'un. J'ai repris d'ailleurs Marine qui bosse toujours avec moi pour venir m'épauler. Alors c'est faux, j'ai toujours eu quelqu'un sur l'administratif, j'ai pas été solo, j'ai eu quelqu'un sur l'admin et j'ai à nouveau quelqu'un qui travaille avec moi là-dessus, Elodie. Et donc avec ça me permet d'avoir aujourd'hui un business qui fait quand même un bon chiffre d'affaires avec juste 2 personnes dans mon équipe actuellement sur l'administratif et sur, on va dire, du support, assistance, marketing, contenu, produit, enfin vraiment... il y a ce côté un peu bras droit, couteau suisse sur plein de sujets où je peux avoir des besoins si moi j'ai pas la compétence. C'était une longue réponse, mais voilà mon historique avec l'équipe et comment j'ai pensé les choses. Du coup, moi c'est bon, j'ai fini ma partie de l'épisode, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, on va voir quand même tout à l'heure si tu en préfères un à l'autre. Ok, donc on doit faire le jeu de l'historique. Bah ouais. Le jeu de l'historique, moi à la base j'étais freelance, donc d'abord j'étais tout seul, ensuite j'ai eu une agence, là j'ai recruté des gens. J'ai arrêté de faire une agence après avoir fait ça parce que c'était pas pour moi. Parce que quand on crée une agence, en fait, ça parlera plus aux prestataires, mais le jour où tu crées une agence, c'est le premier jour où tu arrêtes de faire ton taf, en fait, puisque tu deviens manager et gestionnaire. Et j'étais plus copywriter et mon taf c'était copywriter, donc c'est pour ça que je me suis très mal senti moi dans ce format-là. J'ai arrêté l'agence, j'ai lancé les formations. Dans les formations, j'avais d'abord quelqu'un qui m'assistait. En fait, très très vite, moi j'ai pris ma première assistante en 2020, je crois, quand j'étais déjà dans l'agence, enfin quand j'avais déjà l'agence. Et c'est vrai que depuis, j'ai été incapable de rester tout seul. Vraiment seul. Très compliqué pour moi parce qu'en fait, la première fois que tu as quelqu'un qui arrive avec toi, tu sais que tu n'es plus seul et ça te fait un soutien et un espèce de... Tu portes plus les choses vraiment tout seul. Donc juste moi, l'assistante, la première fois, j'étais là, j'étais waouh! Ça m'a changé la vie, elle faisait tous les trucs à la con et, et c'était trop bien. Et j'ai gardé cette assistante, j'ai changé quelques fois d'assistante depuis. Et après, moi, en fait, aujourd'hui, j'aime déléguer, j'ai toujours délégué quand j'étais au lycée et en fac, déjà je déléguais, c'est-à-dire que les autres prenaient des notes et me donnaient ce qu'ils faisaient en fait, parce que pourquoi faire quand quelqu'un d'autre le fait déjà? C'est vrai que c'est con l'école, on est 15 à prendre des notes alors qu'on pourrait juste prendre les notes d'une seule personne et aujourd'hui ça pourrait être une IA et ensuite on va apprendre d'une autre manière. Bref, on va pas réformer l'école dans cet épisode, mais franchement il y a un truc con dans le fait de faire écrire à 130 personnes la même chose. Alors oui, on peut dire oui mais ça permet de mieux apprendre, il y a d'autres techniques en fait. Bref. On est lancé là, on va un changement de thématique. Bref, j'ai toujours délégué à peu près tout.
Et là, c'était revenu en fait dans le business où moi, quand même, ma philosophie, c'est je ne délègue pas effectivement ma zone d'excellence et zone de génie. Alors, je ne sais pas ce que c'est ma zone de génie. En vrai, ça, moi, je trouve ça un tout petit peu bullshit. Et je vais me défendre là-dessus. Pardon, mais au moins, je délègue vraiment tout ce qui est zone d'incompétence ou zone de putain, j'aime, mais ça me fait chier. Genre le montage, j'aime faire du montage, mais je sais que c'est un gouffre sans fin. Et que je ne suis pas non plus excellent sur le sujet, je suis à peu près compétent. Ça, j'ai dégagé très vite, donc aujourd'hui j'ai ma monteuse. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'historique, moi je te dis, moi j'aime bien être tout seul. Et aujourd'hui, pourtant, il y a 8 personnes avec qui je travaille, mais j'appelle pas ça vraiment une équipe, puisque moi j'ai essayé vraiment le côté équipe. À un moment chez Copy Rockstars, j'avais dans l'agence déjà, ensuite chez Copy Rockstars et dans nos accompagnements via le Mastermind, j'avais 2 coachs. Et d'ailleurs, on a à nouveau 2 coachs. J'avais 2 coachs, mon assistante et à peu près ma monteuse à ce moment-là. Je crois que c'est le maximum qu'on ait fait en termes de prestataires, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à maintenant, en fait, à l'époque. Aujourd'hui, pourquoi on est 8 ? Parce que, bon, il y a moi, mais ça ne compte pas. Il y a toujours quelqu'un au coaching. Là, on recrute un nouveau coach. Parce que c'est ce que je recrute donc le plus. J'ouvre plein de boucles, je ne les referme pas. Moi, je recrute là où soit je ne suis pas compétent, soit effectivement je ne sais pas faire. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé tout le marketing, parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'assez bon, et c'est super dur de trouver des gens bons en marketing. Mais des gens bons, hein, c'est marrant. Moi, j'ai rien dit, je suis restée de marbre. Des gens talentueux. Et pour resserrer mon discours, je m'éparpille là. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Ça part en live. Bref, ça a évolué au fur et à mesure. J'ai recruté une coach, enfin, j'ai eu mon assistante, puis j'ai eu une coach qui longtemps m'a accompagné quand on accompagnait les copywriters. Quand on a lancé le mastermind, elle était toujours coach. Là, on s'est séparés récemment. Maintenant, dans le mastermind, on a une coach mindset. On recrute quelqu'un au marketing et au copywriting. J'ai toujours ma monteuse. Et là, je fais tourner 3 Media Makers en même temps pour les miniatures YouTube. Et si je dis pas de conneries, tout ça, ça donne nous monter à peu près 8. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce truc d'équipe où je suis là à faire des rendez-vous toutes les semaines ou à partager ma vision toutes les semaines. Chacun fait son truc dans son coin. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire? J'en sais rien. Peut-être que dans un an, je te dirai « Ah, j'ai fait des conneries justement en n'engageant pas davantage la team. » Moi, je sais que c'est pas du tout dans ma zone de compétence, justement, ce type de management, ce type de « on donne des rendez-vous, on suit les KPIs et tout. » C'est « t'as une mission, tu la remplis. » Le coach, il a sa mission, il la remplit. Le media maker, il a sa mission, il la remplit. La monteuse, elle a sa mission, il la remplit. Et j'ai pas envie, moi, aujourd'hui, de créer cette espèce de... qu'on appelle ça culture d'entreprise. On sait pourquoi on le fait, mais il n'y a pas d'entretien quotidien. C'est peut-être une erreur, mais je sais que c'est pas ma cam, et je préfère avoir moi, des gens qui gravitent autour, et voilà. Mais je pense que c'est la différence entre déléguer et vraiment recruter et s'entourer. Pour moi, c'est 2 dynamiques différentes et c'est pas tellement lié au fait de prendre salarié ou freelance. Je pense que tu peux tout à fait avoir vraiment une équipe avec une culture d'entreprise, même avec des freelances en fait. Et toi, dans ton approche de ce que je vois, c'est que l'idée c'est je vais déléguer ce que je veux pas faire, ce que j'ai pas le temps de faire, ce que j'aime pas faire, etc. Et donc, j'ai pas de raison d'embarquer les gens dans la vision pour la boîte, j'ai pas de raison d'embarquer les gens dans les résultats et tout ça, parce qu'en fait, c'est juste pour déléguer, et c'est complètement ok. T'as effectivement la vision déléguée dans le sens de vraiment s'entourer, créer une équipe, donc il y a des valeurs partagées, il y a une culture, on explique la vision, on explique les résultats, les évolutions, on tient au courant des projets, on connecte ensemble, il y a ça aussi, c'est est-ce que les gens à qui tu délègues connectent entre eux ou pas, en fait. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc en fait, toi, t'es vraiment dans le côté pure délégation, sans chercher à créer un peu ce noyau, tu vois, d'entreprise. Ben, c'est vrai que sur Postalem, j'avais plutôt cette approche de culture d'entreprise. On est une équipe, et alors, sans aller faire, pour moi, les réunions du lundi matin avec tout le monde, j'aime pas ça du tout, donc moi, je suis pas du tout réunion, donc ça n'empêche pas d'avoir une équipe qui est super engagée. Enfin, j'avais vraiment une équipe super engagée, si elles écoutent, d'ailleurs, merci pour ça, parce que c'était une expérience que j'ai adorée pour ces raisons-là, et ça va être plutôt... On partage par exemple une fois par an la vision, où va la boîte, quelles sont les missions qu'on se fixe pour cette année, qui fait quoi, on est au courant des projets qui sont en cours. Tu vois, par exemple,
un truc tout simple que je faisais, vu que moi j'aime pas les réunions, c'est que chaque lundi, je faisais un Loom, donc une petite vidéo, où je partageais à l'équipe les résultats de la semaine passée, ce qui s'était passé d'important, et où j'expliquais les projets à venir de la semaine, l'actualité du moment. Donc ça prenait franchement 10-15 minutes max. Quand je revenais aussi de séminaires ou de mastermind, je leur disais voilà ce que j'ai appris, voilà les choses intéressantes, etc. Et avec ça, elles se sentaient vraiment engagées dans l'équipe, motivées, et je trouve que pour les personnes, même si elles sont en soi prestataires de services, freelance, elles font partie d'un tout. Et il y en a qui n'aiment pas forcément ça, mais pour les personnes qui aiment ça, c'est hyper motivant, hyper gratifiant. Et tu vois, aujourd'hui, donc effectivement, on est toute petite équipe. Enfin, pour l'instant, j'ai que 2 personnes qui travaillent avec moi. Il n'y a pas les looms du lundi et tout ça parce qu'on est trop peu. Pour autant, tu vois, je vais partager, alors pas forcément très fréquemment, mais je vais expliquer dans quelle direction je veux aller, les nouveautés qui vont arriver. Même par exemple, tu vois, Elodie qui gère toute la partie interne, process et administrative, comptable, ce qui en soi, donc elle n'est pas techniquement concernée par les sujets de vente ou certains projets, mais en fait, pour moi, c'est juste capital qu'elle sache ce qui se fait, qu'elle puisse faire même des feedbacks, tu vois. Moi, j'aime si elle me donne des avis ou des idées ou ce qu'elle perçoit. Enfin, par exemple, en début d'année, j'ai fait un audio dans le groupe WhatsApp qu'on a toutes les 3 en disant voilà ce qui a émergé de mon brainstorming pour l'année qui vient, voilà la vision, voilà le truc et tout ça. Et elle a donné un retour avec des idées intéressantes. Donc moi, je trouve ça génial. Et je pense que tu peux avoir ça sans aller dans la réunionnite du lundi matin. Et tu peux trouver en fait un juste milieu à ça en fait pour quand même engager les gens. Et c'est aussi là que tu as du coup des personnes qui sont certes freelance mais qui restent avec toi sur la durée, qui sont fiables, avec qui ça se passe bien. Enfin, je vois sur Posalem, il y a des gens avec qui j'ai bossé pendant des années. On bosse plus ensemble parce que j'ai vendu. Il y a même Marine que j'ai retrouvée aujourd'hui. Donc, tu peux rester là-dessus. Et je trouve que c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui ça se passe vraiment bien, qui travaille vraiment bien, où ça match aussi dans la façon de bosser. Donc, quand t'as quelqu'un de pépite, tu veux le garder. T'as envie de le garder et ça fait partie du jeu d'engager cette personne-là dans quelque chose de plus grand que seulement sa mission et son poste. Et c'est pareil pour nous, regarde, qu'est-ce qui fait, même si on est solo, qu'on a envie d'aller déplacer des montagnes pour notre business. C'est qu'on a une vision, c'est qu'il y a quelque part où on veut aller. Si la personne qui bosse avec toi, c'est juste, voilà tes tâches, allez, ciao, bonsoir, merci, bonsoir, comme tu dis souvent, à un moment, ça risque de coincer aussi. C'est juste, ouais. Donc après, c'est de quoi tu as envie. Il ne faut pas non plus se forcer à tout partager. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses, je partage pas tout, à mon équipe, pas forcément parce que je veux leur cacher des choses, pas du tout, mais parce qu'ils s'en passent tellement dans ma tête au cours d'une semaine que s'il fallait tout partager, ce serait un job à plein temps en fait. Donc c'est pas ça l'idée, mais c'est quelles sont les choses qui sont importantes à savoir, à partager pour engager, donner envie et donner du sens à ce qu'ils font en fait. C'est ça. Et après, ça dépend effectivement de ta vision, puisque moi là, je sais que pour le coup, on va y venir au fait de devoir engager l'équipe. Autant peut-être pas pour les mini-makers, parce que c'est un peu je passe commande et j'ai une miniature. Mais si je ne regarde que mon assistante et l'équipe de coach, je sais que là, ça va être important. Même l'équipe de coach, juste être là pour eux et les accompagner pour que eux puissent mieux accompagner les clients, puisque c'est aussi ça le taf quand on commence à avoir une équipe de coach, c'est voilà comment on fait, voilà les recommandations qu'on fait, voilà comment on accompagne, voilà comment je peux t'aider. Et les engager justement dans cette vision va permettre aussi moi de me dégager ensuite de plus en plus, parce que justement là, la philosophie où c'était chacun un peu dans son coin, c'est là ce que j'ai fait ces derniers mois, c'est une philosophie où dans ta vision, ton business continue de reposer massivement sur toi. Si tu veux que ton business repose de moins en moins sur toi, effectivement, tu dois engager les gens, leur montrer un peu, entre guillemets, le chemin, leur montrer comment faire aussi certaines choses et leur montrer comment faire aussi tourner les choses sans toi. Et là, ça devient nécessaire, effectivement, peut-être de créer aussi cette culture. Oui, complètement. Parce que tu sais que du coup, c'est des personnes qui vont pas faire juste les tâches, mais aussi prendre certaines responsabilités, certaines décisions. Donc, oui, complètement. Et là, ça devient indispensable. Et c'est que nous, là, c'est un sujet en ce moment dans la boîte de justement me dégager, que les personnes puissent prendre plus de décisions aussi sans moi et que je puisse prendre aussi des vacances, quoi. Complètement. Oui. Ça mais pendant des mois, j'ai eu la vision de non, je m'en fous, ça repose sur moi et je prends effectivement des vacances quand je veux, puisque je prends toujours des vacances quand je veux. Mais la question, c'est est-ce que la boîte continue de tourner quand je prends des vacances ou pas, quoi. Complètement. Donc il y a ça à prendre en compte quand on se demande recruter, rester solo, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que ça change en fait dans la boîte, dans la dynamique et pour quelles raisons en fait on recrute. Je pense que sur la question recruter ou rester solo, c'est aussi de se demander pourquoi.
Est-ce qu'on se dit qu'on veut recruter parce que c'est un peu le côté preuve qu'on a une grosse boîte, parce qu'on a du monde? Ça, c'est pas bidon. une bonne raison du tout. Moi, je sais qu'à une époque, c'était un peu un truc, un faire-valoir, de dire oui, bah, j'ai tant de personnes dans mon équipe, j'en tirais je le disais pas comme ça, mais j'en tirais une espèce de fierté. Et en fait, je me suis rendu compte après que déjà, ça n'avait pas de sens. Et que ensuite, bah, c'était pas forcément toujours la bonne chose. Je pense que même par moments, j'ai eu trop de monde et que ça a coûté trop cher par rapport à ce que ça a apporté. Donc, c'est pas forcément, c'est pas parce que quelqu'un vous dit ah ouais, j'ai tant de personnes dans l'équipe que le business va bien. Même ça peut être l'inverse, c'est que du coup, le business, c'est devenu trop compliqué, ça coûte trop cher, etc. Donc, bon, en tout cas, ne pas le faire pour la mauvaise raison de l'ego qui a une équipe. Se poser la question de quel est vraiment le but de ce recrutement et ce qu'on attend de la personne. Parce que une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils recrutent quelqu'un, c'est qu'ils disent « Ah, je veux déléguer la tâche pour m'en débarrasser, il faut que ce soit fait. » Sauf qu'en fait, le vrai pourquoi de ce poste-là, il n'est pas défini, les responsabilités du futur collaborateur ne sont pas définies, et donc la personne arrive, elle est là à récupérer les espèces de bouts de tâches pas organisées et tout ça, sans vraiment avoir une mission claire, en fait, dans son business. Et même, par exemple, pour mon assistante administrative, c'est pas... pour une fois quelqu'un qui va me faire les trucs que j'aime pas faire. Non, c'est en fait, elle a vraiment une mission qui est d'assurer la conformité administrative et comptable de à la fois ma société d'exploitation et de ma holding. Et donc, en fait, elle a un truc très clair, son but, c'est ça. Donc, du coup, elle est responsable de cette conformité-là, et ça passe par le fait, effectivement, de faire toutes ces tâches-là. Mais le fait qu'elle soit au clair sur le why, le pourquoi final, fait qu'elle est beaucoup plus autonome, beaucoup plus aussi force de proposition, d'initiative, etc. Et c'est aussi plus engageant pour elle. Donc quand on cherche à recruter quelqu'un, il faut vraiment se poser la question de quelle est la grande mission de ce job-là. Et ensuite, derrière, quelles vont être les responsabilités, quelles vont être les tâches, comment ça va s'organiser, comment on va... cadrer la collaboration pour que ce soit le plus fluide pour tout le monde, parce que aussi une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de recruter au moment où ils sont complètement sous l'eau. Du coup, ils n'arrivent pas à prendre de vacances, ils sont à moitié en burn-out, et c'est là qu'on leur donne le conseil, recrute, délègue à quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils délèguent à une personne dont ils ont entendu parler par bouche à oreille. Ils ont en interne, ils ont un espèce de Notion, de Drive complètement en bazar. La personne débarque, sans avoir vraiment été validé, qualifié, juste parce que ça a été confirmé par quelqu'un d'autre que c'était quelqu'un qui bossait bien, mais on n'a pas validé le match entre le client et le freelance, et la personne arrive et c'est le bazar et elle ne peut pas s'y retrouver. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entrepreneur, du coup, il passe des plombes à devoir expliquer à la personne comment ça se passe, transmettre tout ce qu'il y a dans son cerveau qui a été posé nulle part, donc il est encore plus épuisé et il se dit... bah voilà, j'avais raison, il valait mieux rester tout seul. Et de l'autre côté, le freelance, il vit une mauvaise expérience. C'est pas cadré, donc il sait pas comment bosser, donc il bosse mal. Et en plus, ça c'est la faute de personne, c'est juste que c'est pas parce que un freelance travaille bien avec un client A qu'il va bien bosser avec le client B. C'est juste qu'en fait, il y a des cultures d'entreprise différentes, il y a des attentes, il y a des valeurs, il y a des façons de communiquer, des façons de bosser qui sont différentes d'une boîte à l'autre. Et moi, ça m'est arrivé de bosser avec certaines personnes parce qu'elles m'ont été recommandées et ça s'est pas forcément bien passé, pas dans le sens ça s'est mal passé, mais ça n'a pas été mes meilleures collaborations et les meilleurs résultats. Pas parce que la personne n'est pas compétente ou parce que moi, je sais mal faire, juste, c'est le match entre les deux. Donc, l'erreur de se dire, le fait de se dire, je vais déléguer et me débarrasser, ça marche très très rarement. Quand on veut recruter quelqu'un pour que ce soit bien fait, que ça rapporte de l'argent plutôt que d'en coûter et que ça tienne sur la durée sans être énergivore, chronophage et tout ça, c'est de poser la base de pourquoi je recrute, quels sont mes critères, qu'est-ce que j'en attends et de faire un recrutement en bonne et due forme, même si c'est quelqu'un qui est freelance. On a un process de recrutement. Moi, je sais que j'ai un process de recrutement avec un questionnaire, avec des études de cas, des mises en situation pour pas juste me baser sur le CV ou les compétences sur le papier ou les témoignages d'autres personnes qui bossent peut-être pas comme moi, mais vraiment je veux voir en situation comment la personne réfléchit, réagit grâce à ces mises en situation, et ensuite les personnes que je valide, j'ai un échange avec elles, et quand je fais cet échange, c'est pas juste est-ce qu'on est sympa en fait, c'est est-ce qu'on peut bien bosser ensemble, est-ce qu'on s'est compris sur le but de la mission, et avec ça, je maximise mes chances, alors ça reste de l'humain donc on n'est jamais sûr à 100%, mais je maximise mes chances que la collaboration se passe bien, et du coup de faire gagner du temps, de l'argent à la boîte et d'avoir quelque chose qui est épanouissant et qui évite de dire ah ouais mais c'est trop nul de recruter. Parce que combien d'entrepreneurs disent ah ouais mais j'ai essayé de déléguer, ça s'est mal passé. C'est qu'il y a quelque chose qui a été mal fait à un moment quoi. Ouais. Voilà, longue tirade sur le sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Très solide. Très solide.
Merci. J'aime bien parce que, en fait, je pense qu'il va avoir des petits cartons avec ça c'est bien, Très ça c'est solide. très très bien, ça pas dingue. Je réfléchis, moi je sais que c'est des erreurs que j'ai faites un paquet de fois, recruter sur recommandation, recruter sans process et laisser les gens un peu justement aussi, voilà ton job. Si tu sèches, j'ai un autre truc à dire. Ouais, je sais. Dans le recruter ou rester solo, la question c'est aussi à quel moment on recrute et combien il faut faire de chiffre d'affaires pour recruter. Il n'y a pas une réponse absolue là-dessus. Je ne vais pas vous dire il faut faire 50 000, il faut faire 100 000 pour recruter quelqu'un. Ça n'a aucun sens parce que ça dépend de votre rentabilité, ça dépend de combien vous versez comme rémunération. Ça dépend de est-ce qu'aujourd'hui le business il stagne parce que justement il manque les bons profils, les bonnes compétences ou la bande passante et vous avez plus de temps. Si aujourd'hui votre business il stagne à cause de ça parce que justement la solution ce serait de recruter maintenant en fait. C'est ça qui va permettre de passer aussi à l'étape d'après si là il y a des problèmes à ce niveau-là. Là je pense que PB sera pas d'accord parce qu'il va dire cherche d'abord à simplifier. Mais je pense que, notamment sur l'aspect technique, pourquoi moi j'ai recruté aussi sur ma nouvelle boîte? Parce que je ne savais pas le faire. Pour des trucs qui sont quand même dans les fondamentaux. Donc ça dépend de ça. Maintenant, par rapport aux chiffres, c'est combien cette personne vous coûterait, qu'est-ce qu'elle rapporterait. Il faut penser ça de façon stratégique. Et parfois, c'est OK de prendre quelqu'un, par exemple, une assistante un peu, on pourrait appeler ça assistante virtuelle, par exemple, un peu couteau suisse, même si on fait en soi que 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais que cette personne-là, elle permet de gérer plein de choses que nous, on ne ferait pas. Par contre, ça veut dire que le temps que ça nous libère, il doit être exploité, pas à complexifier la boîte ou pas à faire je sais pas quoi. Ce temps-là doit être utilisé pour vendre, pour développer le business de façon stratégique. Et là, du coup, vous n'allez pas perdre de l'argent en recrutant. Au contraire, vous allez vous libérer de l'espace pour faire ce qui rapporte le plus. Donc, il n'y a pas un chiffre d'affaires minimum, selon moi, en fait. Ouais. Et par contre, là, pour compléter là-dessus, il y a un truc que tu as dit, effectivement, c'est que la plupart des personnes qui nous écoutent font probablement à 99% moins de 300 000 euros par an avec leur business. On va prendre ça pour acquis. Tous ceux qui sont au-delà, ça vous concerne un petit peu moins. Il faut savoir que, et encore même jusqu'à 500 000, voire peut-être, allez, 800 000, ça marche aussi. Il faut savoir que souvent, on veut recruter des gens en se disant, si je recrute cette personne, ça va me faire gagner plus d'argent. Il ne faut pas attendre auprès de la personne pour gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que compte tenu de là, votre chiffre d'affaires et de votre budget, les gens que vous allez recruter à ce niveau de business n'ont pas les compétences de vous faire gagner plus d'argent, en fait, pour la plupart. Soit ils ont les compétences de vous libérer du temps, effectivement, et ce temps que vous récupérez va être alloué pour vous aller chercher des méthodes et créer des stratégies et implémenter des stratégies pour gagner plus d'argent. Par contre, si vous attendez d'une personne qu'elle arrive et qu'elle vous dise « voilà ce qu'on va faire pour te faire gagner plus d'argent », dans 90% des cas, ça ne va pas bien se passer parce que soit la personne ne sait juste pas, les personnes qui savent ça et qui ont les compétences pour ça, vous n'avez pas les moyens de les payer en fait. À moins de vraiment tomber sur la perle rare ultime, et je vous le souhaite, 90% des prestataires avec qui vous avez bossé, 99, n'ont pas les compétences de vous faire gagner plus d'argent. C'est à vous d'aller chercher ce plus d'argent et on peut dire la même chose sur les agences. Les vraies bonnes agences sont trop chères pour vous et ce qui reste, c'est souvent un peu catastrophique. En grande majorité. Il y a des petites exceptions, mais je ne compterai pas en me disant sur tiens, j'espère tomber sur l'agence qui est exceptionnelle. Non. Donc le but, c'est pas de déléguer en espérant que vous allez mettre de l'argent et vous allez en récupérer. C'est vous allez mettre de l'argent, la personne va faire des tâches pendant que vous allez en faire plus. Et c'est vraiment ça un mindset important à avoir, puisque nous, on a vu des business dans les masterminds où les gens se disaient non mais t'inquiète, j'injecte de la thune et je recrute et je recrute et je recrute et je recrute des coachs et je recrute des machins et je recrute des trucs. Déjà, je recrute que des rôles qui ne génèrent pas d'argent. Je veux dire, il y a un rôle qui génère de l'argent, c'est le marketeur et éventuellement des closers. Mais en tout cas, le marketeur ramène du trafic. Je veux dire, il y a une personne dans une boîte qui ramène du cash, c'est le marketeur. Il n'y a personne d'autre qui veut vous faire gagner plus d'argent. Et des bons marketeurs, ils sont trop chers. Ou ils ont leur propre business, genre nous. Et c'est pour ça qu'en fait, le but là, c'est pas de recruter encore une fois pour recruter, c'est recruter pour se dégager du temps et vous allez faire les tâches qui vont générer plus d'argent. Ouais. Et pas attendre que l'équipe
vous fasse apparaître de l'argent magiquement alors que vous les payez au lance-pierre et qu'il y a 5 000 € de budget au total pour l'équipe, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est clair. Et même les closers qui ont été formés, qui ont suivi une formation et tout ça, on voit que... alors moi, j'ai pas de closer dans mon équipe, mais pour ceux qui en ont, on voit qu'ils ont besoin de faire monter leurs closers en compétences. Combien même c'est des closers dont c'est le métier, qui ont été formés, etc. Ils ont besoin de les former, de continuer à les manager, etc. Donc en fait, même si c'est les closers qui en soi vendent directement aux clients, vous, votre job, c'est de faire monter la compétence vente auprès de ces closers. Donc ça reste de la vente en fait. Ouais. Donc on est en phase là-dessus. Il faut vraiment voir ce temps comme libéré pour aller vendre davantage. Sur recruter ou rester solo, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte? C'est un vaste sujet, en fait, on pourrait partir dans des sujets qui durent des heures, si on veut aller sur l'essentiel. Pour moi, c'est aussi une question de temporalité. Tu vois, là, je t'ai dit, moi, pendant des mois, j'étais en mode, je veux rester solo, et on peut, franchement, avancer très bien, rester solo et avoir un business qui permet de tourner en restant solo. On peut prendre un Antoine BM, où je pense que s'il voulait que ça tourne sans lui, il ferait une séquence email de 30 emails avec des lancements prévus, des ouvertures, fermetures prévues. Il a un assistant qui ouvre et qui ferme. Il peut partir en vacances 3 mois. Moi, je sais que dans le cadre du mastermind, par exemple, quand je pars en vacances, là, je suis en train de structurer l'équipe pour pouvoir partir en vacances un peu n'importe quand. Mais avant, c'était planifié à l'avance où je sais que telle semaine, je ne suis pas là. Et je préviens les clients du mastermind en disant que telle semaine, je ne suis pas là et il ne va rien se passer. Et on peut aussi structurer son business d'une manière où ça soutient ce que nous, on veut et c'est nos conditions. Et voilà, et c'est tout. Et après, moi, là, c'était ma vision à ce moment-là. Là, maintenant, j'ai une vision plus de, OK, je veux pouvoir accompagner plus les clients, je veux pouvoir leur amener plus de résultats, je veux pouvoir dégager certaines tâches qui commencent à amuser aussi. Donc, je veux construire plus cette équipe. Et je vois des phases, je pense souvent à Jeremy Coleman. On s'est croisés 2 fois avec Jeremy Coleman. Et quand je dis qu'on s'est croisés, c'est qu'on s'est croisés dans les philosophies. Où à une époque, moi j'étais en mode scale to the moon et on fait une agence de fous. Et lui, il était en mode je veux être tranquille et foutez-moi la paix. Et puis moi, je suis passé en mode je veux être tranquille et foutez-moi la paix. Et lui, il est passé en mode scale to the moon avec une grosse équipe et un énorme je sais plus quoi. Bref, une grosse boîte quoi. Et on voit que c'est aussi des périodes de vie qui se retrouvent liés à des trucs perso où Jérémy a eu un enfant, il s'est marié, il s'est posé. Moi, à ce moment-là, il ne se passait pas grand-chose, mais je sais que là, par exemple, on est plus posé, on veut notre maison et on a une vision qui fait que là, maintenant, ça devient pertinent de se poser ces questions et de se dire là, je vais recruter, je vais structurer comme ça pour pouvoir atteindre tel objectif aussi. Et aussi avec le temps, moi en voyant ce que j'amène à mes clients et en me disant je pense qu'on pourrait aller plus loin et j'ai envie d'aller plus loin, donc on va recruter des personnes qui vont multiplier par 10 mes compétences aussi. C'est une très bonne remarque, il y a des phases, ça dépend de ta vision, ça dépend de ta disponibilité, ça dépend de tellement de choses que c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse unique et vraiment chaque modèle, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est comme dans tout, c'est le principe de choisir ses problèmes, quoi. Quand tu as une équipe, tu choisis les problèmes de manager une équipe, d'avoir des problèmes d'équipe, des problèmes humains, d'avoir les coûts associés à une équipe. Mais quand tu es solo, tu choisis les problèmes d'avoir personne à qui donner le travail quand tu es en vacances et donc tu es obligé de rester là ou alors la boîte ne tourne pas. Tu as le problème de parfois ne pas savoir faire certaines choses. Tu as la charge mentale de dire que tout repose sur toi. Dans les 2 cas, tu vas avoir des problèmes. Donc l'idée, c'est pas de dépeindre un tableau tout noir du business et tout ça, c'est plutôt de dire qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui compte pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est t'assurer que ta boîte tourne, même si tu prends 3 mois de vacances? Et ça, je connais parce que j'ai fait un espèce de congé sabbatique de quelques mois à un moment. Donc, c'est juste génial de se dire l'équipe gère et moi, je suis pas là et l'argent rentre, c'est formidable. Et il y a d'autres phases où j'étais plutôt à choisir le problème d'être solo parce que j'avais pas envie d'avoir à expliquer, à justifier, à tenir au courant de ce qui se passait. J'avais envie de rester ultra simple, ultra minimaliste en mode artisan parce que j'avais vraiment un plaisir à mettre les mains dans le cambouis et à tout penser par moi-même. Donc, selon les phases, ça va être des choses différentes. Il faut juste se dire quelle situation je choisis et aussi de faire son expérience parce que personne n'a la même expérience du recrutement, d'avoir une équipe, selon qui on recrute, comment ça se passe, etc. On vit des expériences différentes. Si vous avez déjà une expérience malheureuse,
ne vous arrêtez pas à ça, ce serait quand même dommage parce qu'en général, une expérience malheureuse, soit c'est pas de chance, soit c'est que votre compétence recrutement, votre compétence managériale, elle est à travailler. Et c'est une vraie compétence en fait. Je veux dire, quand ça se passe de façon récurrente, ça se passe mal. À un moment, le point commun, c'est vous et la compétence, quoi. Donc, c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là pour pas vous limiter dans votre ambition, dans votre croissance à cause de cette mauvaise expérience de recrutement. Et à l'inverse, si vous n'avez jamais recruté, ne vous limitez pas en vous disant « Ah, mais moi, j'ai pas les moyens » ou alors « Je pense que ça devient trop difficile quand il y a une équipe. » Non, regardez les choses en face, de quoi vous avez besoin, combien ça vous coûterait vraiment. Recruter, ça coûte pas forcément ultra cher. Vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un, une assistante qui fait quelques heures par semaine ou par mois avec vous. Ça va pas vous coûter très cher, mais ça peut déjà vous permettre de faire certaines choses que vous ne savez pas faire dans votre business, que ce soit administratif, technique, etc. Et d'avoir cette charge mentale en moins. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller faire ces expériences avec déjà les quelques conseils qu'on a donnés ici, quoi. C'est ça. Et ces petites tâches, je continue à les faire parce que ça me prend 5 minutes. Ce n'est pas une bonne excuse. Le premier jour, dès la première heure où tu supprimes cette tâche, plus jamais tu vas y revenir. Donc vraiment, des admins, des factures, des trucs comme ça, élimine ça le plus vite possible. Qu'est-ce que tu vas gagner? De la charge mentale en moins, parce qu'il faut penser à faire ces trucs-là. Des transitions de je passe d'un truc à un autre en moins. Et puis du taf en moins. Je veux dire, là, au lieu de passer une demi-journée à faire des factures, même si ça prend 5 minutes, tu peux ne pas le faire et prendre ces 5 minutes pour prendre un café ou ceux qui ont des enfants, je sais qu'ils y tiennent, passer 5 minutes de plus avec tes enfants. Voilà, c'est clair. Paf, l'argument imbattable. Non mais c'est vrai, on se dit ça prend 5 minutes, mais 5 minutes, au final, ça te prend 2 heures, une demi-journée, une journée par semaine sur des choses que tu n'es pas censé faire parce que c'est pas là où tu crées le plus de valeur dans ta boîte et où tu n'es pas dans ta zone de génie. Donc revenons à la zone de génie. Pour moi, la zone de génie, c'est celle dans laquelle tu es excellent dans ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, mais en tout cas, tu es déjà très bon dans ce que tu fais. Et en plus, ça te donne de l'énergie, t'aimes faire ça. Et oui, tu as une zone de génie. Il y a plein de... faire la sieste. Voilà, zone de génie de la sieste. Non mais, vas-y, c'est quoi ta zone de génie? Faire la sieste. Je cherche ma bouteille d'eau. C'est moi qui te l'ai prise. Ah, ok. C'est quoi ta zone de génie? C'est faire la sieste. Non, c'est quoi ma zone de génie? Moi, je suis incapable de te dire ma zone de génie. Ah ouais, c'est marrant ça. Moi, je peux t'en donner une pour toi. C'est ton analyse business. C'est-à-dire que tu vois un business, direct, à l'œil laser, tu es capable de dire ça va, ça va pas, voilà ce que cette personne devrait faire. Enfin, tu es capable de décortiquer ça super bien. Du coup, si tu veux venir dans mon mastermind, je peux t'aider à faire ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que tu fais ça aussi, tu vois. Donc, en tout cas, notre zone de génie, c'est là où on crée de la valeur. La tienne, c'est ce qui te permet de créer de la valeur au niveau de ce que tu délivres à tes clients, mais aussi dans ton marketing, parce que les gens viennent chez toi parce que tu fais ça aussi. Donc, tout ce que vous libérez comme temps, comme espace, en éliminant les choses qui ne sont pas dans votre zone de génie, en fait, vous l'utilisez pour créer une vraie valeur financière, en termes de satisfaction client, en termes même d'épanouissement pour vous. Parce que, ok, il y a des trucs comme les factures, ça prend que 5 minutes, mais en fait, ces 5 minutes, elles ne vous font pas grandir en tant qu'entrepreneur, elles ne vous permettent pas de vous épanouir, elles ne donnent pas du sens à ce que vous faites dans votre business. Or, si vous voulez justement grandir, vous démarquer et devenir l'entrepreneur que vous voulez être, il faut que votre espace y soit complètement dégagé pour les choses qui ont le plus de sens pour vous et qui ont le plus de potentiel pour vous développer, vous et votre business. Donc, concentrez-vous sur cette zone-là de création de valeur et le reste, vous pourrez le déléguer. Alors, si aujourd'hui, votre business, il fait 1 000 € par mois, vous allez dire « Ouais, mais là, c'est un peu compliqué. » Ok, évidemment, il faut regarder le chiffre. Comme je vous disais, ça peut être pas très cher, mais si, par exemple, il y en a déjà pour, admettons, 300 € par mois, si vous faites aujourd'hui 1 000 € par mois et que vous ne payez pas, ça peut valoir le coup de commencer déjà par se payer. Et encore, si vraiment vous pouvez attendre 1 an avant de vraiment devoir vous payer et que ces 300 € par mois ils vous permettent de faire certaines choses, je pense à des clientes qui, par exemple, ne sortent pas leur programme, ne font pas d'emailing parce qu'elles ne savent pas configurer une plateforme à la base pour ça. Là, c'est une perte d'argent monstre. Et là, même si vous ne faites pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, juste... c'est un investissement, quoi. Payer quelqu'un 300, 500 € pour vous faire la petite mise en place, par exemple, d'un système.io, d'un Kajabi ou d'un Podia ou ce que vous voulez de base. Ensuite, demandez-lui de vous faire des petits tutoriels pour vous montrer comment le prendre en main vous-même, voire être dispo un peu sur demande quand vous en avez besoin. Mais en fait, ça, peut-être que ça va vous coûter 300, 500, mais derrière, ça vous permet de lancer ce que vous ne lancez pas. Donc, même si vous faites peu de chiffre d'affaires et que vous ne payez pas, investissez là-dedans, en fait. Après, voilà, déléguer certaines choses courantes alors que vous ne payez pas encore, c'est peut-être un peu dommage.
Mais si ça vous bloque vraiment fondamentalement dans le business, allez-y un moment. Faut pas rester bloqué bêtement comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Tu vois des choses à ajouter ? Je vois des dizaines de choses à ajouter. En fait, on pourrait prendre plein de tangentes. Donc là, j'ai un call to action, mais c'est le plus justifié de tous les call to action. C'est vraiment là, si vous voulez plus d'épisodes sur les enjeux de recrutement, de bien recruter, de trouver les bonnes personnes, tout ça, vraiment là, faites-le nous savoir parce que ça nous permet vraiment de savoir si oui ou non on fait plus de sujets comme ça. Donc vous pouvez nous le mettre sur YouTube, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires Apple Podcast. Ça nous guide vraiment puisqu'on sait qu'on a on va parler business et marketing, c'est sûr. Maintenant, sur les enjeux peut-être recrutement et d'autres choses comme ça nous intéresse vraiment d'avoir votre feedback. Donc, faites-le nous parvenir. Et est-ce qu'on a un mot de la fin ? Un mot de la fin en conclusion. Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur la vision qu'on a du recrutement et du fait de s'entourer. Que ce soit la vision de il faut s'entourer pour réussir, ou à l'inverse que ce soit il vaut mieux rester seul pour être libre et tranquille et pas avoir de problème. Dans tous les cas, votre vision d'une équipe, elle mérite d'être challengée. Si votre business aujourd'hui, en termes d'organisation, c'est pas fluide, si vous sentez que ça coince, qu'il manque des compétences, que vous manquez de temps, s'il y a ce genre de symptômes, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller voir au niveau de l'équipe, au niveau de votre entourage, et aller voir du coup vos croyances autour du fait d'avoir une équipe, autour de déléguer, et voyez où ça coince parce que c'est probable que ce soit une des solutions à vos problèmes aujourd'hui de changer vos perspectives là-dessus. Et toi, une conclusion ? Une conclusion, moi je reviens sur vraiment, ça dépend de où vous en êtes, ce que vous voulez. Effectivement, vous pouvez commencer à rien. Moi, mon assistante, les premiers mois, ça coûtait 200-300 balles. Et c'est pas juste une question de temps, c'est une question de charge mentale. C'est une question aussi de, effectivement, déléguer certaines choses va vous faire gagner plus d'argent. Moi, j'ai accompagné quelqu'un qui faisait encore son montage. J'ai passé la moitié de sa semaine sur son montage. On a délégué le montage. Elle a retrouvé la moitié de sa semaine. Ouais. C'est énorme. Sur un business à 6 chiffres quand même. Hein. Donc, ou quasi 6 chiffres. Donc, c'est quand même... Et derrière, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, on pourrait continuer des heures. Aussi, si vous dites oui, mais les gens ne vont pas faire mieux que moi, ça c'est un autre sujet. On fera un épisode sur ce sujet. Mais si, il y a des gens qui peuvent faire mieux que vous. C'est sur à peu près quasiment 90% des tâches que vous faites. Et tant mieux d'ailleurs. Et voilà. Très bien. Eh bien écoutez, dites-nous en tout cas en commentaire si vous voulez qu'on creuse ces sujets-là, parce qu'effectivement on ne sait pas exactement quels sont les attentes ou le niveau de détail que vous souhaitez, donc on sera ravis de vous lire. Comme d'habitude, d'avoir vos avis sur le podcast, des commentaires sur YouTube, ce sera un grand plaisir. Et on vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Exactement. À bientôt. Des bisous.